Le show de moto vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, Honda et Yamaha. Bonjour tout le monde, bienvenue au show de moto. Je m'appelle Éric Ménard. Cette semaine à l'émission, c'est le début de notre grande aventure Honda. Cette année, nous sommes allés rouler sur le Blue Ridge Parkway, une route mythique aux États-Unis. Mais tout d'abord, voici les images et les entrevues qu'on a récoltées au dernier Salon de la moto. Le Salon de la moto de Montréal, c'est un peu le printemps avant le printemps pour les motocyclistes. On vient ici pour voir les nouveaux modèles, pour rêver à ce qu'on va s'acheter peut-être cet été ou simplement pour voir de vieux amis. C'est un peu notre cas. Venez-vous-en, on fait le tour. Jean-Pierre, c'est enfin le grand jour. Vous dévoilez la nouvelle Sora. Ça doit être l'aboutissement de beaucoup d'efforts. Effectivement, je dirais tous les jours chez Lito, c'est l'aboutissement de beaucoup d'efforts. On a cette chance-là, mais effectivement, aujourd'hui, le fait de faire un lancement mondial, on est vraiment très fiers. Puis d'avoir nos partenaires aussi qui ont participé, qui ont cru au rêve, au projet, c'est merveilleux. La grande question, moto électrique, l'autonomie. Jusqu'à 200 km d'autonomie sur une charge. On s'entend qu'aujourd'hui, c'est pas un produit qui est fait pour faire le tour de la Gaspésie. Et par contre, c'est un produit qui est parfait pour l'utilisation quotidienne. C'est pas tout le monde qui va s'acheter ça. C'est quand même une moto relativement dispendieuse. Qu'est-ce que vous visez comme marché? On vise déjà une clientèle haut de gamme exclusive qui recherche un produit exclusif. Donc, des gens qui s'achètent des voitures de sport haut de gamme, des trucs comme ça, qui aujourd'hui n'ont pas de solution qui correspond à leurs attentes dans le monde de la moto. Il y a du nouveau chez Harley-Davidson cette année. On va en parler avec Jean-François Faneuf. Le fameux projet Rushmore, on en entend parler dans les médias, on voit ça dans les revues. C'est quoi? Est-ce que c'est si exceptionnel que ça? C'est un gros changement cette année. On est rendu avec des moteurs pas mal plus performants que qu'on avait. Et le Rushmore, est-ce que vous pensez que ça va amener des nouveaux gens, des nouveaux riders chez Harley? C'est sûr que ça va amener des nouvelles personnes. Tout le monde, il y en a beaucoup de monde qui sont adeptes à la technologie. On l'a dans le Rushmore. On a aussi les anciens riders, qu'eux autres, la journée qu'ils vont essayer un Rushmore, ils vont vouloir changer de moto. C'est ce qu'on dit, là. Tous les gens d'Harley-Davidson, on le saura, on va en essayer cet été des Rushmore, mais tout le monde dit, tu vas essayer un Rushmore, tu vas peut-être revenir un peu plus à Harley. Ça, c'est sûr. Tu vas voir la qualité de conduite est bien différente, la performance est différente. C'est un plaisir. Des tripeux de moto, il y en a tout le temps de toutes sortes. Mathieu, t'en es un, et toi, tu tripes sur les motos d'époque. Et tu fais de la course avec ça, avec ta gang de VRRA pour Vintage Road Racing Association. Qui va faire ça? C'est tous des tripeux de moto? En général, c'est des gens qui sont assez passionnés. Soit qu'ils ont des gars qui ont couru dans leur jeunesse, qui reviennent. Même, ça peut être des gens comme moi qui n'ont jamais fait de course de moto, qui a décidé un jour, moi, je veux faire des courses de moto. Mais ça permet aussi d'avoir une activité familiale. Est-ce que je me trompe? Effectivement, c'est ouvert, en fait. La majorité des gens viennent avec leur famille. Il y a les enfants dans les puits. C'est très familial comme ambiance et ça nous permet de pouvoir avoir une belle fin de semaine. C'est un peu comme une fin de semaine de camping, mais tu es sur un circuit, en fait. Et c'est pas important de finir premier ou finir 10e. Si tu as du fun en piste, on est là pour ça, en fait. Et ta moto te coûte pas 20, 30, 40 000 $. Exactement. Tu peux t'en tirer avec un budget, là, je dirais, sortir ta première moto, la mettre sur la route, la première année, la mettre sur la piste, tu peux t'y tirer pour 5 ou 6 000 $, même moins, en fait. Donc, c'est très abordable. Pour ça, oui, effectivement. Bien, bonne saison. Merci.
Daniel Chicoine, tu es chez Honda depuis plusieurs années. Tu as vu les produits évoluer. On va parler du Valkyrie parce que c'est pas rien là, chez Honda. Le Valkyrie, c'est un grand classique chez vous. De retoucher à ce modèle-là, de ressortir ça, c'est quand même, ça prend du guts et vous l'avez fait de belle façon. C'est très moderne. Oui, on a vraiment modernisé définitivement la Valkyrie. On avait commencé l'année dernière à dénuder tranquillement la Goldwing avec la F6B. Et puis là, ben, on va carrément dénuder avec la Valkyrie qui offre vraiment des caractéristiques intéressantes. Premièrement, on sauve près de 150 livres sur le poids. Donc, l'attitude de la motocyclette, beaucoup de trucs modernes, les clignotants, auto-annulation. On a aussi le CBR 600F. CBR 600F, donc une allure sportive, mais pas radicale. Donc, la fameuse question qu'on se pose toujours au Québec, est-ce que les plaques vont être considérées comme une super sport? Non. Alors, une moto souple, d'allure sportive, pour ceux qui ont envie de faire de la motocyclette avec une motocyclette d'allure sport sans les... Il y en a pas mal. Les méga performances et les méga factures. Et voilà. Pascal, tu arrives avec quelque chose de complètement nouveau, toi, avec les Indians cette année. Il y a vraiment un engouement pour le Indian. Est-ce que c'est plus à cause de la légende Indian ou parce que c'est vendu comme vraiment une nouvelle moto très moderne? Bien, Indian, la compagnie originale a fermé en 1953. Ça l'a recommencé cette année pour le vrai en 2013. C'est Polaris qui a acheté la marque Indian. Ils ont refondé la compagnie à partir de zéro. Donc, c'est une nouvelle compagnie, mais avec une longue histoire. C'est vraiment des belles motos. C'est des motos modernes, avec des technologies modernes. Tout ça est complètement chapeauté par Polaris. Vous avez combien de modèles? On a 3 modèles, 3 différentes couleurs. Ça nous donne une possibilité de 9 motos. C'est tout le même moteur, c'est tous des 111 pouces cubes au niveau du moteur, avec des transmissions 6 vitesses. Puis on a 2 plateformes de motos comme telles. On a une moto qui est plus classique, puis un modèle qui est un petit peu plus moderne avec un habillage complet. Qui vient voir les Indians? La réponse d'Indian, ça provient de partout. Ça provient des personnes qui sont très nostalgiques, des gens qui hésitaient aussi au niveau du changement de moto. Dans les compagnies américaines, on avait Victory, il y avait Harley, ça rajoute un joueur, c'est bien. Puis au niveau de la nostalgie aussi, les gens qui ont vu leurs parents, leurs grands-parents rouler avec des Indians, c'est une marque que le monde C'est mythique, là. C'est mythique, c'est mythique. On n'en faisait plus depuis des années, mais ils se vendaient encore des T-shirts Indian. C'est ça. Mais le look est vraiment différent. On en voit beaucoup de customs, mais surtout avec les garde-boue, tout ça, c'est un beau look, là. C'est les ailes longues, les garde-boue longues et au niveau du moteur, si on compare avec les anciennes générations, les dernières d'un 53, la forme du moteur est la même. On prend une 1953, on la met à côté d'une 2014, c'est la même. Visuellement, c'est la même. C'est la même famille. Côté nostalgie, le côté héritage, nous, au niveau de la formation, tout est axé sur le côté héritage. Partir de où c'est parti, Indian, c'est la plus vieille compagnie à avoir produit des motos en série. Ils ont commencé en 1901. C'est vraiment, là, au niveau de la nostalgie, ils ont travaillé très, très fort. La moto, ça peut être un petit peu dur sur le dos, pas nécessairement si on fait du motocross ou de l'enduro, mais même sur la route, surtout avec la chaussée québécoise, on peut avoir parfois des maux de dos. Et surtout en début de saison, on va en parler avec Alain Ouellette, notre chiro attitré. Hein? Oui. Ça fait 7 ans que tu es avec nous. À quoi il faut faire attention en début de saison? La première des choses, c'est que le manteau est très, très important. Le manteau, lui, il ne faut pas qu'il soit trop haut, il ne faut pas qu'il y ait un tourbillon de vent dans le bas du dos. Le petit froid dans le dos, là. Souvent, ça peut être une occasion de créer une spasticité, une hypertonicité au niveau du bas du dos. Et puis, par la suite, on peut développer une lombalgie ou une entorse lombaire. Donc, on vient le dos un petit peu raide, les muscles du bas du dos raides, et en plus, ça peut déplacer des vertèbres. Exactement, oui. OK. Ça arrive souvent. Donc, c'est quelque chose à faire attention. Donc, pour la tenue vestimentaire, c'est à faire attention. OK. Donc, on fait attention à notre petite craque de plombier, peut-être? C'est ça, exactement. En plus, pas esthétique. Mais il y a aussi, tu me parlais des bottes. Oui. Les bottes, c'est une autre chose à faire attention parce que souvent, lorsqu'on débarque dans notre moto, on va aller soit un peu trop vite, puis on ne va pas prendre le temps de déposer notre pied, puis on peut faire une entorse. Et c'est des choses qui arrivent fréquemment parce qu'on va avoir un petit peu de sable et tout ça. Donc, avoir une bonne botte,
où est-ce que la botte va être assez haute et assez rigide, puis antidérapante. Une bonne Très semelle, oui, important. ça c'est important. Ouais. Donc, on ne se met pas en soulier de course là, ou en petit soulier sport. Là. Non, idéalement, il faudrait faire attention, particulièrement en début de saison où c'est OK. plus glissant. Et il y a toujours aussi peut-être de s'étirer aussi avant d'aller faire des randonnées pour être en forme, pas juste lâcher notre café, embarquer sur la moto puis partir. Il faudrait faire attention, justement, si on rentre puis on est un peu excité. Lorsqu'on est un peu plus nerveux, notre dos est un peu plus rigide. Et lorsqu'on a un mauvais soubresaut là, de la moto, ça peut créer un déplacement vertébral et ça va nous donner des douleurs. Parfait. Alors, 3 petits conseils à retenir. Ouais. Merci beaucoup. Merci. François Morneau, ça fait plusieurs années que tu es chez Yamaha. Tu as vu l'évolution de la marque. Cette année, qu'est-ce qui se distingue des autres années selon toi? Écoute, on a sorti 8 nouveaux modèles cette année. Là, tu as 8 nouveaux modèles, tout nouveau. Tout nouveau? Non, il y en a quelques-uns qui sont tout nouveaux, mais il y en a plusieurs qui ont évolué, puis d'une façon radicale. En commençant, par exemple, le motocross, le YZ, le YZ 250 4 temps, injection. Il y a beaucoup de gens qui tournent autour du Ténéré. Est-ce qu'il y a des nouveautés là-dessus cette année? Oui, bien évidemment, c'est une classe ou une catégorie de moto qui est très populaire, qui est de plus en plus populaire. Double usage. Double usage. Les gens veulent s'acheter un peu de l'aventure, hein, que ce soit extrême ou modéré. Et le Super Ténéré offre justement les deux. À part ça? Bien, cette année, entre autres, sur le Super Ténéré, on a ajouté une deuxième version qu'on appelle le Super Ténéré ES pour suspension électrique. Donc, on peut ajuster les suspensions de la fourche et de l'arrière en 3 modes. Selon si on a un passager, des bagages? Oui, et selon la route qu'on utilise, que ce soit en route ou sur le pavé. Même la Bolt aussi, je vois derrière toi la Bolt modifiée là, de A à Z. C'est un peu le but là, de sortir la Bolt. C'est une bonne moto de base, mais on peut s'amuser aussi en la personnalisant. Ça aussi, vous allez de plus en plus vers ça. Il y a des grands constructeurs bien connus qui font ça depuis plusieurs années. Oui, absolument. Puis la Bolt, pour nous, chez Yamaha, on a fait nos devoirs. C'est pas une copie d'une autre marque ou quoi. C'est vraiment on s'est informé auprès des utilisateurs, d'une clientèle de 25 à 45 ans. Puis on s'est aperçu qu'il y avait justement un besoin pour ce type de motocyclette-là qui est abordable, pas trop intimidante aussi en partant. Oui, et voilà, c'est une moto de base, réellement, qui offre le strict minimum, qui a une allure, qui a une belle gueule, qui offre un beau style quand même, avec le strict minimum. Donc, pour nous, notre slogan, c'est « Moins, c'est mieux ». C'est exactement ce que la Bolt représente. Loin d'être une nouvelle venue chez BMW, la R1200R est ce qu'on appelle un classique, même si elle est plus sobre et même discrète que beaucoup d'autres roadsters offerts par ses concurrents. La R1200R tire très bien son épingle du jeu par sa polyvalence. La position de conduite bien droite et confortable, conjuguée avec le rayon de braquage très petit de la R1200R, permet à son pilote de se faufiler à travers le trafic avec une fluidité exemplaire. Le nouveau moteur de 100 chevaux avec double arbre à cam en tête et 4 soupapes d'admission a été emprunté à la HP2 et offre beaucoup de punch, surtout passé les 4500 tours minute. En ville, il offre bien assez de puissance et lorsqu'on quitte les centres-villes pour une virée en campagne, la R1200R offre évidemment beaucoup de puissance et surtout une agilité exceptionnelle pour un roadster de 1170 cc et près de 500 livres. BMW a bien sûr installé des suspensions paralever à l'arrière et télélever à l'avant et celles-ci sont ajustables selon notre style de conduite, sport normal ou confortable, et aussi si on a des bagages ou pas. Le nouveau tableau de bord offre beaucoup d'informations de base et on peut même commander un tableau de bord offrant plus d'infos pour le touring. Les poignées chauffantes et les freins ABS sont offerts de série, mais il y a bien sûr une panoplie d'options pour augmenter les aides électroniques ou pour agrémenter le look et le confort du pilote. On peut par exemple avoir l'antipatinage, un moniteur de pression des pneus, des sièges plus ou moins épais et même des clignotants à diode électroluminescente et j'en passe. Si vous voulez en faire une moto de touring, c'est possible d'y ajouter des sacoches, tandis que si vous aimez un look plus classique,
Les fabricants offrent l'option Classic avec roue de broche et silencieux chromé. Même si ce n'est pas la moto la plus enivrante, la plus aguichante ou la plus rapide, que l'on roule pépère ou sportif, la R1200R est surtout un véritable caméléon. Selon les options qu'on aura choisies, on aura plusieurs types de motos. Une moto urbaine qui permet de faire des escapades de week-end ou bien une moto de touring avec les sacoches, une moto fiable et confortable, ou bien un roadster classique avec juste assez de punch et de souplesse pour s'adapter à n'importe quelle randonnée. Il y a beaucoup de motos qui essaient de faire bien une seule chose. La R1200R vise plutôt à tout faire bien et elle s'en tire pas mal du tout. Quand je me suis réveillé le premier matin, en fait, dans la nuit, quand j'ai entendu que la pluie commençait, malgré le fait qu'on savait que ça s'en venait, il annonçait 90 Bon, quand il annonce 40 moi, je pars pareil pour des petites randonnées. Puis s'il annonce bien de la pluie, bien, je pars quand même la plupart du temps parce que tu vas en sortir à un moment donné. Sauf que quand on tourne une émission, la pluie, c'est vraiment pas idéal. Les lentilles des caméras, il y a des gouttes dedans, il peut y avoir de la buée, donc c'est vraiment pas parfait. J'étais un peu déçu. Le premier matin, je me suis dit, Caroline, on ne pourra pas partir. Ça fait 2 mois que je travaille ça. On arrive, on a juste 5-6 jours. Si on brûle une journée parce qu'il pleut, c'est plate. Ça me dérange pas vraiment de rouler sur l'eau. Avant d'entreprendre ce voyage-là, il manquait une F6B. Alors, j'ai fait un convoyage de Halifax à Montréal, 1500 km pour rapatrier une F6 à nos bureaux de Boucherville. J'ai eu ma dose de pluie à travers le Nouveau-Brunswick. Alors, comme plusieurs disent en moto, il n'y a pas de mauvaise température que du mauvais équipement. Mais c'est certain qu'une route comme ça, on veut toujours que la météo soit au rendez-vous. Rendu à 11h, midi, là, j'étais dans le camion puis je commençais à être nerveux là, parce que j'étais fébrile. Je me disais, oh, ça s'en vient, ça s'en vient. C'est le début officiel de notre grande aventure Honda. Cette année, comme vous pouvez voir, on a des F6B, donc on roule dans le grand luxe. Il va falloir faire attention. Il y a plein de feuilles mouillées par terre, donc c'est assez glissant. On a quand même des motos assez lourdes. Il faut faire attention dans les virages, mais j'en peux plus d'attendre. Le soleil sort. Ça va être écœurant! Et finalement, on a descendu les motos de la remorque, puis on est parti. Puis là, c'était enfin, je me retrouve sur le Blue Ridge Parkway après des années d'attente. Ça n'a jamais donné que je pouvais venir ici. Là, on est là, puis c'est super beau. J'avais déjà entendu parler du Blue Ridge Parkway avant que Éric mette ça dans les plans pour la grande aventure Honda. On savait à peu près c'était quoi, montagne, chaîne de montagne. On savait que c'était une 10-12 heures plus au sud, là, puis ça restait accessible et quand même loin. On savait pas trop exactement qu'est-ce que ça prenait, le temps exact pour y aller. Mais on avait déjà entendu parler. Mais là, lorsqu'on a mis ça définitif que, OK, on s'en va au Blue Ridge, on a commencé à en parler là, dans mes amis motocyclistes, plusieurs gens qui viennent à l'émission, quand on leur parlait de ça, ils disaient « Ah oui, il faut y aller. » Même eux là, qui ne l'avaient jamais fait, ils disaient « Écoute, j'en entends parler depuis des années, puis là, on veut y aller. » Donc, c'est à partir de là qu'on s'est rendu compte à quel point c'était gros dans la vie d'un motocycliste d'aller faire le fameux Blue Ridge. Parce que les gens ont beau t'en parler, t'as beau regarder les sites web, les magazines qui en parlent, les émissions de télé qui en parlent, ça rend jamais autant justice parce qu'une caméra pourra jamais prendre l'ampleur des paysages qu'on voit.
C'est magnifique. Le Blue Ridge, on est à la campagne, c'est rural, les montagnes, la campagne. Et le type d'hébergement colle vraiment bien à tout ça. Alors, les vieux lodges, les inns, beaucoup de bois, beaucoup de traditions. Non, vraiment, vraiment agréable. Au niveau hébergement, décor, c'est exceptionnel. C'est la première chose qu'on constate en traversant les douanes. Mais aux États-Unis, même dans des routes comme ça, qui sont quand même populaires, mais même des petits chemins, là, qu'il n'y a presque jamais personne qui passe, le revêtement est parfait. Aussi, de rouler aux États-Unis en moto, c'est bien agréable parce que c'est une culture différente de la relation automobiliste-motocycliste. Ici, on te donne le passage, on te laisse de la place. Quand on arrête, les gens viennent te parler, ils te parlent de moto, ils te parlent de la route, ils te parlent des petits endroits où tu pourrais aller rouler aussi. Au fil des années que j'ai fait chez Honda, je crois que la moto que j'ai le plus souvent pris en démo, c'était la famille ST, ST1100, ST1300. Et pour moi, aller faire de la moto, tant qu'à sortir et à partir, à s'habiller et tout ça, ben c'est... Il faut que ce soit plus de 300 km pour que j'aie vraiment du plaisir et que je puisse décrocher. Puis le Blue Ridge Parkway, je pense que dans la liste de pas mal de motocyclistes, c'est dans ton bucket list. Bien là, je suis content de le faire finalement. Ça fait quoi? Une dizaine d'années que je rêvais de le faire. C'est juste d'avoir le bon timing. Puis là, ben, on est là. Participez au tout nouveau concours Profitez de la vie avec la Capitale Assurance Générale où vous courez la chance de gagner 125 000 $ en prix. Il y a de tout pour les amateurs de plein air. Pour plus d'informations, visitez notre site web. Notre randonnée se termine ici, mais je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine parce qu'on vous amène cette fois-ci au Rally Americades. Soyez des nôtres. Le show de moto vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, Honda et Yamaha.